Manaono, salam! Vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de Malabar, donc bienvenue sur le podcast. Je suis Sambach et je vais vous emmener avec moi sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue, qui ne nécessite ni lecture ni visualisation, pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Pour mon nouvel épisode du podcast, je reçois Jonathan. Je suis heureuse de vous le présenter parce que Jonathan s'est investi dans une belle cause qui est l'éducation. Alors pour moi, l'éducation, c'est participer au futur d'un pays, c'est croire en sa jeunesse et surtout, c'est la rendre compétente. Dans cet épisode, qui cette fois sort un petit peu des clous, on a abordé plusieurs thématiques. L'entrepreneuriat et ses débuts, sa personnalité d'entrepreneur, les aspects RH de ses entreprises. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin, que vous soyez à Madagascar ou ailleurs, parce que Jonathan a un beau message pour vous qui va certainement vous faire réfléchir à deux fois. Je n'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation. Bonjour Jonathan, comment vas-tu ? Bonjour Samba, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Pour ce nouvel épisode, donc, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler de thématiques dont on n'a pas encore parlé, qu'on va aborder avec toi. Déjà, je vais te laisser te présenter aux auditeurs, nous dire quel âge tu as, depuis combien de temps tu habites à Madagascar et où est-ce que tu habites actuellement. Très bien, donc merci de ton invitation déjà pour commencer. Donc moi c'est Jonathan Andratoué, j'ai 36 ans. Donc j'ai grandi à Madagascar. D'accord. Et je suis parti en 2005 après avoir obtenu mon bac. D'accord. Et donc j'ai fait un parcours ensuite je suis allé jusqu'au master en France, d'abord à la fac puis ensuite en école de commerce. D'accord. Et ensuite j'ai travaillé dans le conseil à Paris. Et je suis revenu dans le premier trimestre de l'année 2014 à Madagascar. Et j'ai vécu aujourd'hui à Tana. D'accord, parfait. Et la vie à Tana te plaît ? La vie à Tana me plaît. L'endroit parfait dans le monde n'existe pas, mais c'est l'endroit où je me sens bien pour avoir posé mes valises en famille. Et voilà, et continuer à y vivre. D'accord, parfait. Et concernant ton enfance, tu disais que tu avais grandi à Madagascar. Généralement, quand on a une enfance à Madagascar, on la qualifie de magique, exceptionnelle, comme quoi on aimerait vraiment aussi que nos enfants grandissent là-bas. Est-ce que toi, ton enfance a été pareil, entourée vraiment de tout ce dont tu avais besoin quand tu étais enfant ? Oui, alors effectivement, moi j'ai vraiment ressenti ça de pouvoir éduquer mes enfants à Madagascar. Moi, je ne garde que des bons souvenirs de ma jeunesse à Madagascar, à Tana. Entre nous, pour moi, j'estime n'avoir manqué de rien. D'accord. Après, je sais que mes parents étaient quand même très très vigilants sur ce qu'ils pouvaient nous donner pour qu'il n'y ait pas trop de certaine opulence, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, il y a des moments, je pense que ça a parfois été un peu frustrant. Mais au final, je pense que c'était très bien. D'accord. Et donc ton premier départ de Madagascar, ça s'est passé comment ? Parce que pareil, quand on grandit à Mada, avec les parents, c'est pas toujours facile de leur expliquer qu'on veut partir même pour étudier, hein, pas forcément pour aller vivre ailleurs. Toi, ton départ de Madagascar, il a été vécu comment, que ce soit pour toi ou pour tes parents ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, je suis issu d'un mariage mixte. Ma mère est française et mon père est malgache. D'accord. Donc, en fait, moi, j'étais programmé, j'étais au lycée français, donc j'étais programmé pour quitter Madagascar après le bac. Il n'y a pas eu de question, et donc, psychologiquement, voilà, j'étais prêt. Au lycée français, on est très très bien préparé par rapport à ça. Dès la classe de première, on sait que
comment dirais-je, les semaines, les jours, on commence à les compter. Voilà. D'accord. Donc, après, voilà, moi j'allais en France 1 à 2 fois par an. D'accord. Donc en vacances, voir mes cousins, mes cousines en France. Et après, ce qui a quand même été difficile, et ce que je peux comprendre, le choc culturel pour nos compatriotes, c'est que venir en vacances en France et vivre en France, c'est pas du tout la même chose. D'accord, d'accord. Mais toi, la France, c'est quand même aussi ton pays. Tu te sens. Bien entendu. Ouais, je me sens complètement français. D'accord, d'accord, parfait. Et je me sens complètement malgache. Et est-ce que justement, en partant de Madagascar, est-ce que tu savais que tu allais revenir à Madagascar ou tu partais pour la France et tu te disais bon bah je vais faire mes études supérieures et peut-être que je m'y installerai. T'étais dans quel état d'esprit? J'étais dans un état d'esprit où je pensais que j'allais revenir à Madagascar, mais qu'il y avait en fait beaucoup d'incertitudes. Et pendant plusieurs années, je me suis jamais projeté. D'accord. Je me suis toujours dit, il faut que tu prennes ce qu'il y a à apprendre. Et que de toute façon, personnellement, j'étais dans un état d'esprit où je me condamnais à réussir. D'accord. D'un point de vue personnel, tu te challengeais en fait. Ouais, voilà. En fait, moi, j'ai parfois eu des scolarités, des années lycée qui étaient parfois difficiles. Et donc, en fait, j'ai appris à m'accrocher. Dès la classe de 5e, j'étais, excuse-moi, un peu, entre guillemets, en mode combat, tous les ans. Et en fait, c'est un état d'esprit qui m'a beaucoup aidé dans l'environnement professionnel parce que, j'ai toujours essayé, en fait, d'être un peu en mode caméléon, d'essayer à m'adapter à chaque situation que je vivais. D'accord. Et ça, c'est un peu compatible quand même avec l'esprit d'entrepreneur. On dit toujours que pour être entrepreneur, il faut un peu pas forcément suivre les règles, être vraiment entre guillemets buter, avoir en fait un objectif et y aller quels que soient les bâtons qu'on nous mettra dans les roues. Toi, le mindset entrepreneuriat, il est arrivé quand? Est-ce que tu savais déjà que tu serais entrepreneur? Comment t'as fait comment on pourrait dire ça, la transition en fait d'employé à entrepreneur? En fait, moi déjà, quand j'ai eu mon diplôme de master, j'ai pas trop eu le temps de m'emberger parce que j'ai été embauché avant même d'être diplômé. D'accord. Donc en fait, c'était un peu pour moi une solution de facilité. Mais au fond de moi, je me disais que le jour où j'ai signé mon CDI, je me disais, tu viens de signer ton premier et ton dernier CDI. Et donc je m'étais préparé. D'accord. Mais après, si tu veux, quand tu parles de mindset, alors oui, moi je te dirais think outside the box. Mon mindset il s'est développé petit à petit. En fait, je pense que j'essaie d'être pragmatique. Et donc, voilà, j'essaie de m'adapter à la situation et ensuite de dire que pour moi, les deux grandes qualités d'un entrepreneur, c'est le fait de savoir anticiper un peu les tendances de son marché dans l'avenir et être ultra déterminé. D'accord, d'accord. Et savoir ce qu'on veut faire aussi, parce que pour être entrepreneur, il faut toi, par exemple, tu as 2 entreprises dont on parlera après. Mais est-ce que tu étais déjà persuadé du business dans lequel tu allais aller? Est-ce que tu es retourné à Mada et tu t'es dit je vais un peu tâter le terrain? Comment tu as su dans quel type de business tu voulais aller? 1 an avant de rentrer à Mada, je ne savais même pas quelle entreprise j'allais monter. D'accord. Je savais que j'allais monter une boîte, mais je savais pas trop quoi. Et donc, j'ai mûri petit à petit ma réflexion, ma décision. Et en fait, j'avais la chance de travailler dans un secteur qui était à Paris transversal sur toute l'économie, qui est le secteur du conseil. D'accord. Et donc, ça me permettait de voir un peu différents secteurs d'activité. Et après, voilà, j'ai petit à petit
mûri ma décision et j'ai été aussi bien challengé, notamment par ma petite femme. D'accord, d'accord. Et, euh, et comment ça se passe quand on veut monter une entreprise à Madagascar? Ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai pas trop abordé précédemment. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est une étape facile? Comment ça se passe pour monter son entreprise concrètement, hein? C'est quoi les étapes? Bon, juridiquement, monter une entreprise à Madagascar, alors moi je peux pas te parler d'il y a 20 ans et faire une comparaison, Bien mais sûr. aujourd'hui en tout cas c'est quelque chose de très simple. D'accord. Mais la difficulté c'est pas monter une entreprise, c'est la faire vivre, la développer. Bien sûr. Parce que tu as un environnement aujourd'hui sur place où notamment quand tu commences à se développer, où tu as un trou dans la raquette entre la toute petite boîte, ce que tout le monde appelle aujourd'hui la start-up, et la grosse boîte. Et au milieu, c'est dur de se faire une place à tous les niveaux. Voilà. Voilà. D'accord. Et t'étais tout seul pour ces projets? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce qu'à Madagascar, on a des infrastructures qui nous aident, des associations, ou est-ce qu'il y a des groupes d'entrepreneurs? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à Paris, dans le conseil, je suis dans un cabinet RH qui s'appelle BPI Group, et que en fait, il y avait plusieurs métiers dans le cabinet. Moi, j'intervenais sur 2 métiers, dont un des 2 métiers, c'était l'accompagnement de salariés en reconversion professionnelle vers un projet de création d'entreprise. D'accord. Donc, en fait, j'ai accompagné sur Paris et un petit peu en province une cinquantaine de futurs entrepreneurs. Et donc, du coup, j'étais déjà, comment dirais-je, dans une optique où moi, je faisais poser les bonnes questions aux futurs entrepreneurs et moi, j'avais envie en fait de monter moi aussi ma boîte. Bien sûr. Et arrivé à Madin, en fait, bon, il y a des choses qui se sont développées entre 2014, l'année de mon retour, et aujourd'hui. Mais en 2014, il n'y avait aucune structure d'accompagnement. C'était, entre guillemets, tu prends ton bâton de pèlerin et t'es parti. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, donc, t'as 2 entreprises. Est-ce que tu pourrais nous en parler, les deux, nous présenter ce que c'est, parce que c'est 2 business bien différents. Tout à fait. Donc, j'ai une première entreprise que j'ai montée en rentrant à Madagascar en 2014, qui s'appelle BFM Service, et qui est en fait une société d'externalisation destinée, on va dire, à des petites et moyennes entreprises en France. D'accord. Qui œuvrent pour la très grande majorité dans le secteur des services. Voilà. Donc, en fait, je voulais capitaliser sur mon expérience à Paris et je réfléchissais comment je pouvais faire le lien entre ma vie de salarié et ma vie d'entrepreneur. D'accord. Donc voilà. Et donc j'ai monté également mon école. Alors, c'est le fruit là comment dirais-je, un peu au gré de l'eau. J'avais pas du tout le projet de monter l'école. C'est juste que par mon réseau, j'ai été amené à représenter une très très belle marque sur Madagascar qui s'appelle Vistique d'éducation. Donc comment dirais-je, un groupe, c'est une marque ombrelle qui représente un groupe d'écoles français. Et donc c'est une activité de recrutement pour ces écoles. Et de fil en aiguille, on m'a proposé de monter un campus délocalisé d'une des écoles du groupe à Madagascar. Donc l'école c'est l'Hydrac Business School. Et donc moi j'ai monté le campus délocalisé que j'ai appelé ESCM Business School. Et donc voilà, ça s'est fait vraiment par une opportunité. Voilà, comme quoi, un entrepreneur qui n'avait pas du tout prévu d'entrer dans ce secteur et qui, avec les contacts, le réseau que j'ai développé, la confiance qu'on a pu me donner, j'ai pu créer le SM Business School. Aujourd'hui, voilà, l'école a 3 ans. Il y a 3 ans, on avait 8 étudiants. Aujourd'hui, on a 92 étudiants. On a 2 programmes, alors qu'on n'avait qu'un seul programme il y a 3 ans. Et on a aussi développé une offre pour les entreprises aujourd'hui. D'accord. Et dans les 2 entreprises, tu emploies combien de personnes? Donc en emploi direct,
En emploi direct, j'ai à peu près 45 salariés. Alors, à peu près, j'ai 45 salariés. Et à l'ESCM, on a 35 enseignants d'APPF. D'accord, d'accord. Justement, je te pose la question parce que on dit toujours qu'à Madagascar, on a un problème de recrutement, notamment parce qu'on vit sur du court terme. Les gens ont du mal à se projeter, mais aussi un problème de recrutement par rapport aux compétences. Toi qui travailles dans le secteur et qui en plus emploie ce type de profil, est-ce que tu constates aussi ce fait? Alors moi, je suis pas du secteur. En fait, je suis pas un pur quelqu'un qui est du sérail de l'éducation. D'accord. Donc, en fait, je peux en parler, je pense, assez librement pour dire qu'aujourd'hui, le deuxième constat que tu fais, il est vraiment réel. Aujourd'hui, tu as un énorme fossé entre l'emploi et la formation. D'accord. Et ça, c'est un vrai enjeu qu'à Madagascar aujourd'hui, dans, on va dire, son positionnement sur le globe terrestre économique, pour pouvoir avoir voilà des personnes mieux formées, pour que les entreprises prennent moins de temps à les former, et pour que voilà ces vraies personnes soient des gens qui impactent leurs entreprises au quotidien. Moi, ce que je joue, entrepreneur, salarié, fonctionnaire, ça veut rien dire. C'est que des titres, des fonctions. Au final, c'est important, c'est d'impacter au quotidien l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, dans laquelle tu te trouves. D'accord. Voilà. Et sur le premier constat que tu fais, moi, je trouve que c'est de moins en moins valable aujourd'hui. D'accord. On est sur une génération Y, Z, appelons-la comme on veut aujourd'hui, qui est en recherche de sens. Oui. Voilà, donc on a une jeune génération sur le marché de l'emploi aujourd'hui qui ne regarde pas uniquement le job, mais qui va regarder aussi la notoriété de l'entreprise et surtout quel rôle cette personne joue dans l'entreprise au quotidien. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie de jouer. Quand on a une petite boîte, pour attirer les talents, puisque les petites comme les grosses, on cherche tous la même chose, attirer les meilleurs. Bien sûr. Et donc, on essaie de jouer là-dessus aussi. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est un point important. Après, la problématique de Madagascar aujourd'hui, c'est pour un certain nombre de notre compatriotes, c'est l'analphabétisation. Qui voilà, et donc, du coup, ça c'est pour ces gens-là, des fois c'est difficile puisque c'est des gens qui réfléchissent au jour le jour. C'est vrai. Mais il y a un autre thème aussi qui entre beaucoup en jeu et depuis le Covid qui prend de plus en plus d'importance quand on recherche un boulot ou quand on intègre une nouvelle entreprise, c'est la culture d'entreprise. Et c'est vraiment le fait d'appartenir en fait à un groupe, comme tu disais, de trouver du sens à ce qu'on fait, etc. Est-ce que toi, par exemple, dans tes entreprises, tu mets des choses en place pour apporter cette culture d'entreprise? Donc, il y a, tu sais, les team building, il y a des événements qu'on célèbre ensemble, ou tu vois, ce genre d'événements en fait sociaux qui nous permet de se retrouver autre que dans le boulot. On essaie de les faire en toute humilité, en toute honnêteté. C'est pas le sujet sur lequel on est les plus forts. Moi, j'essaye. On essaie de structurer ce sujet et moi j'essaie aussi que ce sujet soit aussi piloté par les salariés. D'accord. Parce que j'estime que ce sont eux les principaux acteurs Tout à fait. à ce niveau-là. Que pour un chef d'entreprise, il peut essayer d'inculquer, de développer. Si derrière ça suit pas, tu peux tout essayer. Des fois, ça pourrait être du vent. Donc voilà. Moi, nous, on essaie d'impacter dans la durée les collaborateurs avec qui on a la chance de travailler et de voir quel type d'action on peut mener ensemble. D'accord. Et justement, concernant tes employés, c'est des locaux, c'est des gens qui ont voyagé aussi comme toi, qui n'ont jamais quitté Madagascar. C'est quel type de profil? Bon, déjà, moi, je suis très fier de dire que je dirige des entreprises malgaches, dirigées par malgaches et composées uniquement de malgaches. D'accord, super. Pour moi, en tant que patriote, c'est un sujet de fierté.
Parmi mes collaborateurs, j'ai une minorité, mais quelques-uns qui ont déjà vécu l'expérience internationale. Et après, d'autres collaborateurs qui, eux, ont fait tout leur cursus à Madagascar, mais dont je suis aussi, moi, très fier de l'impact que ces collaborateurs ont amené à créer aujourd'hui. D'accord. Et les gens restent, comprennent le sens, tu vois, quand tu disais tout à l'heure que les jeunes générations veulent trouver du sens à leur travail, etc. Toi, t'as ce sentiment que les employés le vivent de cette façon? Moi, j'ai des collaborateurs qui sont là depuis plusieurs années. Oui, donc c'est un signe. Voilà. À l'ESCM, par exemple, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui sont là depuis le lancement. D'accord. Chez BSM, j'en ai qui sont chez nous depuis 6 ans, 7 ans. Après, l'honnêteté me visait aussi à te dire que ça nous arrive d'avoir des départs, comme dans toutes les entreprises. Sûr. Oui, et je pense que voilà, dans toutes les entreprises, c'est bien d'avoir de temps en temps un renouvellement. Et je pense que c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien aussi pour les salariés d'aller tenter une nouvelle aventure. Mais voilà, nous après on essaye de mettre une politique attractive, tant sur l'engagement des collaborateurs au quotidien que sur l'aspect RH plus globalement. D'accord. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu étais fier de diriger une boîte à Madagascar en tant que malgache, etc. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi Madagascar pour entreprendre. J'ai choisi Madagascar pour aucune logique proprement économique. C'est essentiellement une raison affective. C'est que comme je te dis, c'est certains de mes salariés qui recherchent du sens. Et moi aussi, en tant qu'entrepreneur, je cherchais du sens. Et rentrer vivre dans ce pays dont, même s'il y a beaucoup de choses imparfaites, c'est un pays que moi j'aime énormément et j'avais une très belle image et je suis très très content de vivre à Madagascar. D'accord. Et justement, quand tu disais que bien sûr il y a des imperfections, il y a un thème qui revient souvent, et même en France, tu vois, avec la diaspora malgache, c'est souvent la mentalité des Malgaches. Alors, on peut la comprendre, bien sûr. Il y en a qui la critiquent. Toi, en tant que individu qui a grandi à Madagascar, est-ce que tu vois une évolution de la mentalité? Si tu pouvais aussi donner toi, comment tu la vois, cette mentalité malgache, parce que finalement, ça veut tout et rien dire. Oui, alors c'est difficile parce que des fois ça peut paraître comme une discussion de comptoir. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier, tant du côté positif que du côté négatif. Ce que moi je remarque en général, quel que soit le pays, c'est que tu as toujours une minorité qui fait du bruit. D'accord. Voilà. Donc moi aujourd'hui, voilà, il y a des choses sur lesquelles des fois tu peux pas être en accord en tant que personne. Bien sûr. Moi je suis quelqu'un d'assez optimiste et j'ai foi en l'avenir et je crois que il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Moi je trouve qu'aujourd'hui, alors le Covid nous a un peu ralenti, mais Madagascar est un pays en mouvement, un pays qu'on regarde. Moi, je pense que Madagascar aussi est un pays qui ne laisse pas indifférent. Il y a des personnes qui adorent Madagascar. Il y a des personnes qui détestent Madagascar. Mais il y a peu de personnes qui me disent, moi, Madagascar, au final, ça me fait des choses froides. D'accord. Ça, c'est des gens, c'est des Malgaches, des étrangers, de tout? Les deux, je pense, ouais. Effectivement, les deux. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait détester Madagascar, selon toi? Parce qu'on a eu des expériences de vie sur place qui étaient difficiles. Parce que aussi, je pense aussi à certains membres de la diaspora qui, pour certains, disons-le, ont aussi connu la misère de notre pays, ont connu une enfance difficile, et que pour eux, se remémorer Madagascar, revenir à Madagascar, c'est un peu pour certains revenir en arrière. Et il y a aussi après une pression sociale de la famille qu'il faut pas, il faut pas se voiler la face.
Et pour que notre pays aille encore plus loin, aille encore plus vite, il faut que cette pression sociale, elle puisse au mieux être contrôlée et sinon être jugulée. Oui. Quand tu dis pression sociale de la famille, ça veut dire quoi concrètement? Des membres de la famille qui, comment dirais-je, dans l'esprit des gens, tu as réussi, donc tu dois renvoyer l'ascenseur. D'accord. Et ça, je pense que tout le monde a connu ça, que tu sois malgache, que tu habites à Madagascar, que tu habites à l'étranger, tu as forcément eu des sollicitations à partir du moment où tu es en contact plus ou moins fréquemment avec des gens qui vivent à Madagascar. Oui. Et aujourd'hui, voilà, ça, pour moi, c'est un sujet qui doit absolument changer. Et toi qui as grandi à Mada, tu as quand même vu les évolutions. Est-ce que c'est des choses que tu as vues quand même qui ont changé ou pas du tout? Là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a peu de changements. Après, moi, je n'accuse pas à 100% les gens. Tu as aussi un système de retraite à Madagascar qui est d'une tristesse absolue. Oui, d'accord. C'est pas sur le système de retraite à la répartition à la française. T'as cotisé 42 ans et demi et donc t'as droit à une retraite décente de 1 000 € par mois. On en est très très loin aujourd'hui à Madagascar du système. Oui, d'accord. Ma dernière question que je voulais te poser, celle-là s'adresse beaucoup notamment aux auditeurs qui peuvent être concernés. Est-ce que tu penses que parler malgache, c'est essentiel quand on veut aller vivre à Madagascar et qu'on veut lancer une entreprise? C'est une bonne question. Moi, je ne parlais pas bien malgache quand je suis revenu. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas capable d'avoir un échange professionnel bien cadré comme il faut en malgache, pour être sincère. Mais ça m'a pas permis d'avancer. Après, mon malgache a quand même beaucoup évolué. D'accord. Aujourd'hui, alors ça dépend aussi de ce que tu fais. Si demain tu vas monter une boîte dans l'agriculture, dans le secteur primaire, là, tu parles pas bien malgache. C'est compliqué. T'es pas très bien, quoi. Tu vas pas avoir un traducteur systématiquement avec toi. Moi, je suis dans le secteur plutôt tertiaire où on va pas se mentir, la langue du travail au quotidien, avec quasiment toutes les personnes avec qui je discute, hormis les personnes, femmes de ménage, coursiers, tu peux vraiment travailler en français à ton âge aujourd'hui. Et même avec certaines boîtes, tu dois bosser, au moins. Ah oui, d'accord. Ok. Pour terminer, Jonathan, j'avais 3 petites questions pour toi. La première, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar? Qu'est-ce qui me retient? Je vais pas dire l'amour du pays, mais je vais dire l'affection que j'ai et mon cadre de vie que j'ai construit aujourd'hui. Aussi mes entreprises, on va pas se mentir, parce que aujourd'hui, moi, je suis pas du tout à la fin de la course, loin de là. On a encore énormément de défis qui nous attendent, tant chez BSM qu'à l'ESM Business School. Et après, voilà, j'ai cette liberté aujourd'hui de pouvoir prendre des décisions, les assumer, et de quand je fais des erreurs, de dire que c'est de ma faute, que la prochaine fois, il faut que je réfléchisse différemment. Donc, je ne subis pas aujourd'hui comme... Voilà, c'est une frustration, moi, dans la vie de salarié, dans l'expérience que j'avais eue, d'être en désaccord avec ma direction et d'appliquer une décision sur laquelle je ne partageais pas, notamment humainement. Voilà, donc voilà, ce qui me retient, c'est l'envie d'agir, c'est le fait de se lever tous les matins et de dire que je suis content d'aller bosser et de travailler sur des sujets qui sont les nôtres aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. La deuxième question, quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar? Mes conseils, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de temps en temps pouvoir fermer les volets pour se retrouver dans ce que chacun considère comme son intimité. Voilà, pour moi, c'est un point important. Donc, voilà, le conseil, c'est ça, c'est que chacun puisse arriver à un peu cet équilibre. D'accord. Et la dernière question, c'est s'il y avait un message, quelque chose qu'on n'a pas abordé ou au contraire quelque chose
sur lequel tu veux insister. C'est ton moment. D'accord. Bon, alors, en fait, moi, si tu me permets, j'ai 2 messages. Oui. Parce que, en fait, en fonction de qui nous écoute, si le message il est adressé à des personnes qui vivent à Madagascar, ce serait de dire ne laissez personne fixer des limites à vos objectifs et à vos rêves. On ne vit qu'une fois et que c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Donc faites-vous plaisir et faites en sorte, voilà, comme je disais, d'avoir un impact. Pas de dire est-ce que j'ai plus ou moins d'impact que mon voisin, c'est déjà de vous dire est-ce que moi j'ai de l'impact aujourd'hui. Voilà. Et pour ceux qui écoutent depuis l'étranger, voilà, il y en a qui voudront peut-être pas rentrer, mais moi, je pense très très sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, Madagascar a besoin d'un retour massif de sa diaspora pour pouvoir encore plus développer le pays. Donc, pour ceux qui ont l'audace, prenez un aller simple. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Jonathan. Merci pour ces messages. Et merci vraiment de t'embarquer dans l'éducation, parce que finalement, c'est ce qui permet de construire aussi le Madagascar de demain. Tout à fait. Bon, on essaie, c'est une tâche pas facile. On est une goutte d'eau dans l'océan, mais en tout cas, à notre niveau, on essaye d'accompagner les étudiants pour qu'ils soient demain des étudiants qui vont impacter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Madagascar va y aller. Tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan. À bientôt. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que cet épisode vous a plu. Aussi, j'en profite pour vous demander de noter cet épisode sur votre plateforme d'écoute. Cela me permet de le faire connaître. Et bien sûr, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabage.